Eh bien, merci à tous de nous rejoindre pour cette troisième table ronde qui va être consacrée au recyclage des déchets textiles professionnels. Je vous invite à nous rejoindre sur l'Agora, sur l'espace Agora, au centre de ce bel événement. Pour nous accompagner sur cette table ronde, deux experts. Donc, je vais laisser se présenter très rapidement Clara Poton et Jérémy Bussia. Vous avez vos micros, je vous en prie. Bonjour à tous, donc Clara Poton, je suis en charge des projets d'innovation au sein de Synergie TLC. Synergie TLC qui est un opérateur de collecte et de tri des textiles usagés ménagers initialement, et on est en train de mettre en place un outil automatisé qui va permettre de préparer la matière pour le recyclage. Et donc Jérémy Bussia, donc je suis responsable de 2 blanchisseries hospitalières, une qui traite 22 tonnes par jour et une autre 1 tonne de linge résident. Et je suis également président de l'Union des responsables de blanchisserie hospitalière du Rhône-Alpes. Bon, alors également acheteur pour Uniachat qui est une centrale d'achat pour les hospitaliers, surtout sur la filière en fait blanchisserie. Donc dans la blanchisserie, bien entendu, il y a tout ce qui est le textile. Ouais, oui, c'était bien de le préciser quand même. Alors, j'ai une première question qui est donc la suivante. On identifie environ 8 millions de Français, soit une personne active sur 3, qui porte un uniforme ou un vêtement de travail aujourd'hui. Ça représente un gisement potentiel évident, donc on sait que ce potentiel de recyclage existe. Mais il y a un vrai problème, et ça, Jérémy, je vais te donner la parole là-dessus, car vraisemblablement, une fois qu'on les a, que ce soit du linge plat aussi d'ailleurs, ou des vêtements de travail, on les stocke. À qui les donner et comment surtout les acheminer? Donc ma question, c'est la première difficulté ne se situe-t-elle pas, on rentre dans le vif du sujet tout de suite, dans la logistique, dans la collecte? Alors, ça c'est une bonne question. Effectivement, d'acheter du linge, c'est assez simple. Le plus compliqué est aujourd'hui de le recycler. Alors, il y a plusieurs filières de recyclage. La première aujourd'hui, c'est soit l'enfouissement. Pour moi, ce n'est pas le cas. Il y a également les relais qu'on retrouve dans chaque département qui vont plutôt récupérer le linge pour faire de l'insertion. Ça, c'est mon cas. Et puis ensuite, il y a des sociétés qui commencent à émerger, qui récupèrent le linge et qui, du coup, vont réussir à détisser le textile pour en refaire du fil. Voilà. Donc, tu es en train de dire que les relais, on est bien d'accord, ne s'adressent pas qu'au linge des particuliers? Effectivement. Alors, on ne va pas mettre dans les cabines, mettre le linge comme nous, les particuliers. Non, nous, ce sont le relais 42 qui viennent chercher notre linge. Alors, je sais que pour moi, le relais 42, il arrive à détisser et à faire de l'isolant avec mon linge. D'accord. Oui. Ouais. Une partie de mon linge. Ok. Et le reste? Malheureusement, ça doit partir en enfouissement. Ça part en enfouissement? Oui. D'accord. Ok. Clara, tu veux réagir? Non, alors effectivement, on parle du relais. C'est une société qui fait à peu près la même chose que ce qu'on fait nous aujourd'hui. Et on est de plus en plus contacté par des donneurs d'ordre, par tous les acteurs qui utilisent la matière linge plat ou vêtements professionnels en recherche de solutions. Et ce qu'on essaye de proposer, nous, demain, c'est que ces personnes-là ne soient pas obligées d'aller chercher 1000 solutions différentes, peut-être en local ou peut-être à petite échelle, et de proposer une solution assez fluide, une prestation globale de vous avez un gisement, on le traite et on l'envoie vers les différentes voies de valorisation. Mais la question de la logistique est un vrai sujet en entrée. On le verra après sur le projet dont je parlerai. C'est un sujet à part entière. Comment est-ce qu'on met en place ces flux logistiques? On l'a dit, sur les vêtements ménagers, il y a les bennes d'apport volontaire un peu de partout qui ne prennent pas normalement du vêtement professionnel. Comment est-ce que la même chose peut s'organiser? Enfin, pas la même chose du coup, parce que c'est tout autre chose dans un cadre professionnel, c'est tout autre chose à imaginer, mais il faut réussir à trouver une filière et à constituer cette filière-là et cette collecte, l'organiser de manière à ce qu'elle soit fluide et simple pour tout le monde. Jérémy, est-ce que tu peux nous dire quel volume de linge et quel coût est-ce que cela représente? Alors, nous, on réforme 4 tonnes de linge par trimestre. Donc, ça veut dire 16 tonnes à l'année. Si je devais l'enfouir, aujourd'hui, le coût de l'enfouissement, alors je ne l'enfouis pas, mais le coût de l'enfouissement, il est à 269 € la tonne. Voilà. Okay. Oui, donc ça fait quand même une petite enveloppe à la fin de l'année. Oui, pas négligeable. Oui. D'accord.
On sait bien, évidemment, qu'on est tous concernés, pas simplement l'utilisateur final, client, blanchisseur, hein, mais bien évidemment les fabricants qui sont aussi en recherche de solutions dans le cadre de leur politique RSE notamment. Clara, c'est à toi que je m'adresse. On sait qu'à l'origine, parce que je trouve ça juste de leur rendre un petit peu, rendre à César ce qui lui appartient. À l'origine, j'avais fait un petit jeu de mots. C'est une locomotive qui a été un précurseur et qui a entraîné les donneurs d'ordre sur ce sujet, à savoir la SNCF. Voilà, c'était bien de le dire. Est-ce que tu peux nous dire à quelles difficultés est-ce que se sont heurtés tous ces opérateurs au début ? Donc effectivement, c'est peut-être le moment où on peut mettre les slides que j'ai amenés. Effectivement, donc la SNCF et avec l'association Auré ont porté un projet dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle le projet FreeVep, qui avait vocation à expérimenter la collecte auprès de différents donneurs d'ordre. Donc c'est finalement plusieurs donneurs d'ordre qui se sont mis ensemble. Il y avait la SNCF, le ministère de l'Intérieur, la Poste, la RATP, je vais en oublier. Ils se sont mis ensemble en se disant il n'y a pas de solution qui arrive à nous. Mettons-nous ensemble pour essayer d'en construire une. Donc pendant ce projet FreeVep, il y a eu différentes collectes qui ont été organisées avec du coup un focus sur comment on arrive à collecter, comment est-ce qu'on arrive à motiver nos collaborateurs pour ramener la matière, comment on arrive à gérer la logistique. Et nous, Synergie, on a intervenu plus en aval, à savoir une fois que le gisement a été collecté, le caractériser, se poser la question, est-ce qu'un gisement comme ça, on est capable aujourd'hui avec les outils industriels existants de le recycler, oui ou non, et quel est le futur d'une filière comme ça. Donc il y a plusieurs campagnes qui ont été menées. La conclusion, alors il y a une première conclusion qui est de se dire que les collaborateurs sont pas forcément déjà prêts. Il y a une espèce de sensation d'appartenance aussi. C'est notre vêtement, on peut le garder. Donc il y a aussi remotiver et il faut derrière qu'il y ait une certaine crédibilité dans la filière parce que juste ramener son vêtement si on ne sait pas comment il va être recyclé, c'est pas du tout motivant. Donc c'est un des premiers points. Et clairement la conclusion de ce projet-là, ça a été qu'il faut industrialiser. Notre conclusion en tant qu'opérateur de tri, ça a été de se dire si on n'a pas des outils technologiques qui nous permettent d'identifier la composition exacte du vêtement, de séparer les différentes couleurs, de retirer les boutons, les fermetures éclairs et ainsi de suite, on n'arrivera pas à recycler derrière. Et de la même manière, des solutions de recyclage en France à cette époque, c'est-à-dire il y a 3 ans, hein, ça date pas non plus, il n'y en avait pas énormément. Donc la conclusion de FreeVep, ça a été vraiment de se dire il faut passer à l'étape supérieure, il faut aller industrialiser. Je ne sais pas si on peut mettre les slides. Non. Ah si, c'est bon, pardon, c'est bon, excusez-moi. Donc du coup, la suite de ce projet FreeVep, c'est un projet qui s'appelle Firex, qui a commencé en juillet 2022. Ça fait 2 ans et demi qu'on porte ce projet-là. Ça n'a pas toujours été facile de le faire vivre. On a eu pas mal de discussions avec l'État, avec l'ADEME et ainsi de suite, mais le voilà. Donc c'est un projet qui va durer 36 mois. On est sur un projet assez conséquent. Vous pouvez le voir, on a 14 millions de budget, puisqu'on est vraiment sur de la vraie industrialisation. Pour le voir dans les grandes lignes, voilà, vous avez les 5 acteurs qui sont partie prenante de ce projet. Donc nous, Synergie TLC, on en est coordinateur et on s'occupe de toute la partie tri et délissage, donc le retrait des fameux perturbateurs dont je parlais tout à l'heure. Et on est associé dans cette dynamique-là avec la société des tissages de Charlieu. Tissage de Charlieu qui est un tisseur historiquement et qui a vraiment envie de pouvoir proposer à ses clients de la matière recyclée et qui se rend bien compte qu'aujourd'hui la matière recyclée en France, il n'y en a pas assez. Donc il remonte un peu toute la chaîne. Vous avez sûrement entendu parler de la société Renaissance Textile qui a été inaugurée il y a 1 mois, même pas. Voilà, fin septembre, entre Mulliez Fleury, les tissages de Charlieu et TDV. TDV qui est également partenaire en tant que tisseur dans le projet Firex. Et donc évidemment, il y aura énormément de collaboration et d'interaction avec Renaissance Textile pour cette brique d'effilochage. Et je le disais, donc les tissages de Charlieu qui remontent encore la chaîne en se disant bon, on effiloche maintenant, mais quid de la matière, comment on s'approvisionne? Et du coup, on s'associe sur la mise en place de l'usine de tri dont je vous parlais. Sont aussi présents autour de la table Mapea, qui est une société qui fait du compandage. On a aussi une philosophie qui est de se dire que le textile pour le textile, évidemment, on y croit et on a envie de faire avancer ça, mais le textile peut aussi être utilisé pour de l'isolant, pour le bâtiment ou pour l'automobile, et ce que fait Mapea, en l'occurrence, pour faire des petits campans de plastique pour le pouvoir réintégrer dans des pièces plastiques recyclées. Et le CETI, qui est le Centre européen des textiles innovants et qui travaille avec nous sur tous les développements, que ce soit sur la filature, que ce soit sur l'effilochage, et voilà, qui va travailler sur les aspects techniques aussi du projet. Donc,
Donc ça, je vous le passe. C'est ce que je viens de vous décrire, un peu les interactions de chacun. Dans les grandes lignes, les objectifs du projet, c'est vraiment de pouvoir structurer une filière. Alors là, aujourd'hui, évidemment, on parle beaucoup des vêtements professionnels. On va aussi travailler sur les chutes de production. Et l'idée, c'est que dans ces outils industriels soient incorporés aussi toutes les vêtements ménagers, puisque quand les vêtements, on a parlé tout à l'heure des bennes d'apport volontaire, ça arrive dans des centres de tri manuels qui vont trier ce qui est encore en bon état, ce qui peut être réutilisé, ce qui doit partir au recyclage. Malheureusement, le recyclage en France, il y en a peu. Donc l'idée, c'est de garder cette matière en France et de pouvoir la préparer pour que le recyclage puisse se mettre en place. Donc on veut structurer tout ça et on veut permettre d'approvisionner les industriels français en matière recyclée made in France, si on a envie d'y mettre cette étiquette-là, parce que ça n'a absolument aucun sens que la matière soit collectée en France, envoyée au bout du monde et ramenée en France après pour qu'elle soit produite ou utilisée. Donc ça, c'est le biais, entre guillemets, de production. Et évidemment, de l'autre côté, c'est proposer aux donneurs d'ordre, aux blanchisseurs, aux loueurs, une solution pour tous ces gisements professionnels pour lesquels il n'y a pas forcément de filière en place. Et ce que je disais tout à l'heure, une filière simple. C'est-à-dire un interlocuteur potentiel. Alors ça peut être nous, ou ça peut être peut-être demain les autres qui se lanceront dans cette dynamique-là, mais en tout cas, de ne pas être obligé d'aller chercher 12 solutions différentes pour les 12 types de gisements qu'on a, mais qu'on soit, nous, une porte d'entrée pour préparer la matière et l'envoyer vers les différentes solutions de valorisation. Donc voilà, j'ai parlé des gisements tout à l'heure, donc on voit les TL, les vêtements professionnels. Alors les vêtements professionnels, je fais une petite parenthèse par rapport à ça. Là, dans le cadre du projet, on va se focaliser sur les vêtements professionnels, et je mets 1000 guillemets, simples. C'est-à-dire les pantalons, les polos, les pulls, les chemises, les vestes, les jupes, les robes. Est-ce que les blouses, ça en fait partie? Les blouses, absolument. En revanche, tout ce qui est vêtements, voilà, tous les EPI, toutes les vestes qui sont rembourrées ou qui ont des traitements non-feu ou ce genre de choses. Aujourd'hui, technologiquement, on n'y est pas encore. C'est la prochaine étape. Et il y a d'ailleurs un groupe qui s'est reconstruit un peu sur le même format que FreeVep à l'époque, qui s'appelle Frepi. Pareil, des donneurs d'ordre qui se sont associés autour de Auré et avec la SNCF pour travailler sur les vêtements à haute visibilité. Donc, on continue à avancer et la R&D, c'est un point clé dans tout ça et ça continuera. Dernier point, comment est-ce que vous, potentiellement, pouvez y prendre part? Donc on a le consortium que je vous ai présenté tout à l'heure. L'idée, c'est qu'on aille traiter de la matière concrète. On ne va pas faire que réfléchir et imaginer. On va concrètement traiter ces gisements-là. Donc vous pouvez potentiellement en être acteur en allant mettre en place des campagnes de collecte, soit auprès de vos collaborateurs, soit proposer une solution pour vos clients pour le traitement des gisements en fin de vie, ou sur les stocks à la fin de leur utilisation, en fin de vie aussi, peut-être plus pour les loueurs. Donc ça, on peut traiter ces gisements-là. Et dans le cadre du projet, on va aller les caractériser. Donc on peut vous faire ce retour-là, de vous dire, voilà, sur ce qu'on a collecté, on a telle part de blouse, telle part d'autres types de vêtements. Et peut-être la teneur est plutôt coton ou plutôt polyester. On a rencontré tel ou tel type de problématique parce que le retrait des perturbateurs est complexe du fait que cette pièce est un peu compliquée. Enfin voilà, ce genre de retour-là, évidemment, l'idée, c'est de pouvoir les faire. Et à l'inverse, on vous demanderait, nous, un retour sur comment vous avez organisé votre collecte, quelles difficultés vous avez pu expérimenter, quelles sont vos contraintes logistiques, économiques et ainsi de suite, de manière à pouvoir construire une offre demain qui soit vraiment en lien et en adéquation avec les besoins des acteurs que vous êtes. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Peut-être tu veux réagir, Jérémy? Ouais, moi, ça m'intéresse. Non, mais franchement, parce que certains cités, tissage de Charlie Howey, je connais un petit peu. Mapea, je connais très bien, il est à Fraisse, le monsieur. Ouais, ça peut être un apport de recyclage de linge conséquent en plus, puisque Renaissance Textile, alors certes c'est à Laval, mais peuvent récupérer des blouses, des tenues avec des points durs. Et ça, en blanchisserie, alors je prêche pour ma paroisse, en blanchisserie, privée ou publique, hospitalière ou pas, c'est les choses qu'on n'aime pas retirer parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée pour nous. Et donc, laisser un vêtement avec des points durs, ouais, c'est assez intéressant. Donc oui, ça m'intéresse. Parfait. Donc effectivement, oui, l'idée, c'est le parti pris qu'a pris Renaissance, de se dire, on prend les vêtements et on arrive à les traiter. Leur outil technologique permet de les traiter avec les points durs. Nous, on est la brique juste avant. C'est-à-dire que pour ceux qui n'auraient pas la possibilité de retirer ces points durs, ou pour ceux qui n'auraient pas identifié des gisements pour lesquels ils connaissent la composition, on va venir le caractériser, le trier et le préparer
pour Renaissance demain, ou pour Mapea, ou pour plein d'autres. Et c'est tout l'intérêt. On peut peut-être préciser ce qu'est qu'un point dur, hein, parce que tout à je fait. pense que peut-être... Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Ouais. C'est tout ce qui va venir perturber. Donc c'est, alors, point dur historique... Enfin, c'est plutôt les fermetures éclairs, les boutons, les rivets, plutôt ce qu'on imagine comme étant des pièces métalliques. Mais ça peut, si on va plus loin, ça peut être une cordelette ou un cordon qu'on peut avoir autour du cou sur une capuche. Ça peut être typiquement des boutons, mais pas en métal. Ça peut être des scratchs. Pour la peine, on en a souvent sur les vêtements professionnels. Donc voilà, tout ce qui va venir compliquer le recyclage demain. Donc l'idée, c'est de pouvoir enlever tout ça et de ne fournir que la matière vraiment purement textile pour limiter cet impact-là. Et je rebondis juste sur le dernier slide que j'ai oublié, pardon. Vous avez là, en gros, une carte de la France aujourd'hui, de ce qu'on a appelé, nous, la perma-industrie. C'est de se dire qu'au travers du projet Firex et de tous les autres choses qui sont en train de bouger vraiment vite, et j'insiste sur le fait que Firex, c'est vraiment un projet très industriel. Nous, l'unité de tri, on va avoir une première unité qui va voir le jour en juin l'année prochaine. Renaissance Textile a déjà vu le jour. Au niveau de Mapea, c'est pareil, il y a une industrialisation dans les 3 prochaines années assez conséquente. L'objectif, c'est qu'on arrive à fermer la boucle et qu'on se dise qu'aujourd'hui, on a de quoi, en France, collecter, préparer la matière, la trier, alors après l'effilocher ou l'envoyer vers d'autres filières qui sont la plasturgie ou autre, d'affiler, la tisser, en refaire de nouveaux produits et fermer cette boucle-là qu'on n'a pas réussi à fermer jusqu'à présent. Voilà. Mais ça fait le lien avec la question que je voulais te poser, Clara. Tu parles de fournir du textile. Alors, en fait, il y a 2 questions. La première, ce serait et vers quel débouché ? Donc il y a l'effilochage, mais pas que. Ce serait peut-être intéressant d'expliquer que on peut faire d'autres choses et qu'il n'y a pas que le chiffon d'essuyage aussi, qui, je pense, alors certainement reste peut-être même le premier débouché, au moins sur le linge plat, ça de toute façon, et même sur de la tenue de travail, quand c'est possible. Et donc la première question, c'est vers quoi, pour quel débouché autre que de l'effilochage. Et ma deuxième question. C'est en lien avec les verrous technologiques, on en a parlé tout à l'heure, mais du coup, est-ce qu'effectivement aujourd'hui, on peut vraiment tout faire et est-ce que tous les verrous technologiques ont sauté ? Voilà que j'ai oublié la première question déjà. Alors ma première question, c'est sur les débouchés, c'est normal. Les débouchés, pardon. Oui, donc du coup les 2 questions sont assez liées. Donc sur les débouchés, alors effectivement aujourd'hui l'essuyage c'est une très bonne solution et surtout c'est très demandé sur les linges plats et sur les matières plutôt blanches. Après, il faut savoir aujourd'hui qu'on a une demande considérable sur du coton blanc pour le réintégrer dans du fil ou ainsi de suite. Parce qu'on cherche du blanc ou parce que le blanc est la couleur la plus simple à teindre. Et ce serait pas surprenant que demain on ait plus de demandes et que le prix de vente de cette matière soit beaucoup plus élevé pour aller en refaire du fil que pour aller vers de l'essuyage. C'est peut-être des choses qui vont... Voilà, on est en une période de transformation, donc ça peut faire bouger les lignes à ce niveau-là. D'un point de vue technologique, des verrous, il en reste... Voilà, nous, on n'arrête pas de dire qu'on lance notre première usine dans 6 mois. On a au moins 10 ans de R&D qui nous attendent encore. Oui, la R&D, on n'en a pas encore parlé, mais effectivement, voilà. c'est un sujet important. Là, pour vous dire, l'usine qu'on est en train de mettre en place, elle est constituée de machines qu'on a détournées. Des machines de tri qui étaient utilisées pour l'emballage, où on est allé travailler avec les fournisseurs de machines pour voir comment est-ce que ça pouvait marcher sur le textile. Et au début, ça marchait pas forcément très bien. Aujourd'hui, ça marche mieux et on est en train de créer des vrais partenariats avec ces acteurs-là pour que demain, les machines elles soient hyper performantes. Et de la même manière, le retrait des perturbateurs, on est allé, donc des fameux points durs, on est allé détourner des machines qui étaient plutôt utilisées vers de l'effilochage. Et on se dit, nous, on va les utiliser pour délisser, mais sans vouloir aller refaire du fil derrière. Donc ça, c'est à notre échelle, à nous. Et tous les acteurs avec lesquels on travaille, ils ont encore des freins aujourd'hui et des verrous à lever. Il y a des acteurs qui ne sont pas dans le projet, sont en train de développer des technologies de recyclage chimique aussi, pour pouvoir avoir une matière vraiment pure qu'on va pouvoir refiler. Il y a plein de solutions au travers de l'isolant, que ce soit pour l'automobile par exemple, donc surtout l'isolation phonique des blocs moteurs par exemple pour le bruit, le bâtiment évidemment où le textile a une vraie capacité d'isolant, donc il y a des vrais débouchés à faire autour de tout ça. On peut imaginer le rembourrage, la plasturgie, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a une myriade de solutions et nous on constate quand on interroge les acteurs qui nous disent nous on est là, on est prêts, mais on n'a pas la matière et on n'a pas une matière avec une qualité fiable et reproductible. Et du coup, c'est là que le fait de développer ces outils-là va permettre de faire bouger les lignes vraiment concrètement, quoi. Jérémy, tu veux réagir ou pas ?
Non. Non. Là, je suis admiratif. Vraiment. Alors moi j'ai une question, Clara, du coup. Si on part sur de l'effilochage, derrière, quel surcoût est-ce que ça va représenter finalement de vouloir réemployer ce fil recyclé ? Alors, je ne peux pas m'engager pour les autres, donc je ne saurais pas donner ces chiffres-là, malheureusement. Non, honnêtement, c'est très compliqué. Évidemment que si on part sur du Made in France, on n'est pas sur les mêmes coûts que si on va aller acheter du fil au bout du monde. Ça, c'est évidemment quelque chose à prendre en compte. Après, on va faire des économies sur le transport. Évidemment, l'impact environnemental de tout ça est énorme. L'impact sociétal et social aussi est important parce que ça va permettre de... Nous, ce qu'on a estimé, c'est que rien qu'avec Firex, de manière directe, on peut aller à terme sur les 10 prochaines années jusqu'à créer 500 emplois. Et indirectement, ça peut être beaucoup plus parce que la filière textile va pouvoir se redévelopper aussi sur cette base-là. Après, en termes de coûts, nous, sur l'étape, en tout cas, de préparation, on a voulu être sur un coût qui soit à peu près, proche, en tout cas, typiquement des coûts d'enfouissement que vous avez annoncé tout à l'heure. On est aujourd'hui à 300 € la tonne pour le traitement du gisement. Ça, c'est pareil, il y a aussi une vue de l'esprit qui dit c'est un gisement qu'on vous donne. Vous allez, cadeau, on est sympa, on vous le donne et vous allez pouvoir le revendre derrière. C'est malheureusement pas comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Il y a un modèle économique qui est extrêmement complexe à trouver sur ce recyclage qui nécessite aujourd'hui, et je pense toujours, peut-être que demain on arrivera à autre chose, mais de la même manière que sur les vêtements ménagers, on a une REP qui est en place et donc du coup il y a un soutien aussi à ce tri au travers des éco-contributions des marques. Demain il y aura aussi une participation et une prestation de traitement, mais on est nous aujourd'hui à 300 € la tonne par rapport au prix que vous annonciez tout à l'heure, entre recycler et valoriser en France, en tout cas traiter la matière pour qu'elle soit valorisée en France à 300 € à la tonne et vous étiez à 270, 269 pour aller l'incinérer. C'est les 30 € qui font une sacrée différence demain. Alors, c'est pas négligeable, bien entendu, mais on veut être au plus proche, en tout cas, du prix existant. Et c'est la volonté de tous les acteurs dans cette dynamique-là. Après, il y a une réalité qui est de se dire que produire en France, ça coûte plus cher, qu'on est sur des technologies naissantes et des business qui sont naissants aussi. Donc, il y a un modèle économique à trouver autour de tout ça. Et que pour le moment, vu que ça se met en place, il y a une production qui n'est pas encore dans des quantités énormes. Donc, ça a un impact aussi sur le coût. Mais l'objectif, c'est que demain, la filière du recyclé puisse tendre un maximum vers le prix d'une matière vierge. En tout cas, c'est nos objectifs, même si aujourd'hui, on n'y est pas. Ouais, tout à fait. Donc tout ça s'inscrit bien évidemment dans une logique d'économie circulaire, on est bien d'accord. Et du coup, question pour toi, Jérémy. De quelle façon, avec tes multiples casquettes, toi, tu intègres ces enjeux-là ? C'est des choses qu'on peut intégrer en fait dans un appel d'offres, puisque marché public dit appel d'offres obligatoire au-dessus de 40 000 € hors taxe. Par contre, aujourd'hui, alors malgré qu'il y ait un décret ministériel pour avoir 20% de linge recyclé, c'est pour tous les corps d'État, sauf l'armée et la santé. Donc aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, on n'a aucune obligation. Par contre, dans les années à venir, je pense qu'on y viendra. Et ça permettra de mettre les 20% de recyclés, pourquoi pas, de passer avec des gens comme Renaissance Textile, puisque derrière, en fait, c'est TDV, TDV qui est une filature pour confectionner du vêtement avec du fil recyclé. Juste une petite précision par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vrai que les blanchisseries, il faut aussi avoir la place de stocker. Parce que j'ai la chance d'avoir cette place, de stocker 4 tonnes de linge. Vous allez dans d'autres blanchisseries, petites ou plus grosses, il n'y a pas forcément la place de pouvoir stocker 4 tonnes. Des moments, même 500 kilos, c'est pas possible. Ça aussi, je pense que les 300 €, donc si j'ai bien compris, c'est transport inclus. Non. Ah. non, c'est vraiment le traitement de la matière. Que le coût du traitement. Ouais, c'est le coût du traitement. Et après, justement, sur la logistique, en fonction des acteurs avec lesquels on travaille, certains préfèrent passer par leur flux logistique existant, parce que potentiellement, il y a de la reverse logistique qui peut être mise en place et ce genre de choses, ou d'autres qui préfèrent qu'on s'occupe de la logistique, nous, en direct. Ça, c'est à construire aussi en fonction des besoins de chacun. Je rebondis sur les quantités que vous évoquiez. L'idée, c'est effectivement qu'il puisse y avoir une certaine récurrence dans le traitement de ces flux-là. Alors, 500 kilos pour la peine, ça va faire un peu petit, mais on va dire qu'on vise plutôt l'ordre de la tonne, et de plusieurs tonnes si possible. Mais l'idée, c'est aussi d'avoir un flux qui soit intelligent économiquement et écologiquement, et qui soit adapté aux capacités de chacun, et notamment aux capacités de stockage. Alors, je rebondis sur la question logistique. Quel type de contenant ?
Non, c'est une colle ou c'est pas une colle? Non, pas du tout, c'est un vrai sujet. Alors, nous, on travaille beaucoup avec des balles. Mais on sait très bien que tout le monde n'a pas la capacité de travailler sur des balles. Donc, on est en train de prévoir sur notre outil, en gros, une étape de reconditionnement. La plupart du temps, on reçoit quand même les gisements dans des cartons. Après, ça peut être dans des sacs, ça dépend un peu de la solidité de ces sacs et comment est-ce que le gisement peut être protégé correctement. L'idée, c'est qu'on puisse s'adapter aux différentes solutions en place chez les personnes qui vont aller collecter. Donc chez les blanchisseurs, chez les loueurs ou chez les donneurs d'ordre en direct, que ce ne soit pas une contrainte supplémentaire, que nous, on aille s'adapter aux contraintes en place un maximum. On ne va pas pouvoir tout faire, évidemment, hein, mais l'idée, c'est qu'on s'adapte un maximum à ce qui est en place pour faciliter les choses plutôt que l'inverse. Du coup, question, Clara. On en a parlé un petit peu en off entre nous, mais qu'est-ce qu'on fait ou comment est-ce qu'on peut peut-être essayer d'intégrer ou d'assimiler davantage toutes les initiatives un peu éparses et isolées qu'on voit fleurir sur le territoire? Est-ce que ça, il y a moyen de rattacher un peu les wagons ou Nous, c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas pour faire le lien entre les personnes qui ont un gisement et les recycleurs. Nous, on est en relation avec la plupart des industriels qui sont déjà en place. Alors, en France, un peu en Italie, un peu en Espagne, parce qu'on veut rester quand même dans du local, mais le fait est qu'il se passe de belles choses de l'autre côté de la frontière, ce serait dommage de se fermer les portes là-dessus. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse, nous, être un maximum au courant pour pouvoir, entre guillemets, dispatcher cette matière vers les bons utilisateurs, parce que certains sont spécialisés sur certaines matières, sur certaines couleurs ou certaines qualités. Après, pour quelqu'un qui voudrait être au courant un peu de tout ce qui se passe et de toutes les initiatives, mine de rien, même si c'est pas la cible sur la partie vêtements professionnels, l'éco-organisme Refashion a une vision assez large sur toutes les solutions de recyclage existantes aujourd'hui, sur toutes les initiatives en place. Et il y a plein de choses qui peuvent être transposées. On parlait d'une blouse tout à l'heure. Entre une blouse et une chemise, c'est pas forcément la même compo et ainsi de suite, mais le traitement va être assez similaire derrière. Nous, en tout cas, c'est notre philosophie de se dire un textile, c'est un textile. Donc à nous de nous adapter sur les contraintes autour, les contraintes de logistique ou les contraintes de la matière en elle-même. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir plus de freins sur du ménager que sur du professionnel. Donc ça peut être, mine de rien, une bonne source d'information aussi, même si elle n'est pas ciblée sur des gisements professionnels. Et puis au niveau des volumes, forcément, on est sur des volumes très, comme tu disais, petits. C'est vrai que 500 kilos, ça a l'air gros, mais finalement pas tant que ça. Alors, dernière question, parce que je crois qu'on arrive au bout de notre timing. Donc, on a bien compris que le processus d'industrialisation, c'est long et c'est coûteux. Mais là, très concrètement, quand est-ce qu'on peut voir émerger donc une solution pérenne? Nous, dès demain, on peut traiter la matière. On le fait déjà avec la SNCF, on le fait avec la Poste. Ça y est, là, on a recontacté entre guillemets les acteurs de FreeWeb en leur disant c'est bon, ça fait 2 ans qu'ils attendent qu'on puisse passer à l'étape suivante. Oui, oui. Ça y est, c'est bon. Firex est lancé, on commence, on réceptionne du gisement, on le trie. Alors aujourd'hui manuellement, mais ça nous permet une première étape de caractérisation dont ont besoin TDV, les tisages de Charlieu, MAPA, pour savoir concrètement dans le gisement qu'on reçoit quelle est la quantité de matière qu'ils peuvent espérer recevoir à terme. Et donc voilà, c'est parti là. Donc dès maintenant, on peut. Je l'ai dit, notre usine, nous, elle verra le jour en juin et on traitera déjà 3000 tonnes à l'année. Dès l'année d'après, on va monter à 20 000 tonnes à l'année. Donc on y est. C'est aujourd'hui. Ok, bon, ça c'est une très bonne nouvelle. Jérémy, tu veux ajouter quelque chose? Si demain je veux bosser avec Firex, comment je fais? Vous me le dites. Vous avez... non, il n'y a plus. Bref, n'hésitez pas à venir me voir pour que je vous donne mes coordonnées. Ça y était sur la présentation, je ne sais pas si elle sera diffusée. Mais oui, vous nous contactez et on voit après ensemble comment on peut mettre ça en place. Oui, tout à fait. Et le minimum de réforme en poids, il serait de combien pour être intéressant? Pour voir les choses très concrètement, demain à l'échelle industrielle, on pourra se permettre d'absorber des gisements plus petits de manière régulière. Là aujourd'hui, il faut imaginer qu'on traite en manuel, donc on a notre opératrice qui est face à 40 sacs différents, des différentes catégories qu'elle a devant elle, et elle trie. Du coup, à chaque fois qu'on passe d'un gisement à un autre, elle doit ranger ses 40 sacs, ressortir les 40 autres sacs de l'autre donneur d'ordre. Donc c'est un peu compliqué aujourd'hui en manuel. Mais ça, on parle des 6 prochains mois. À partir de demain, ce sera beaucoup plus facile. Donc on a envie... On met cette ligne de la tonne, parce qu'en plus, écologiquement, ça n'a pas de sens de faire de la logistique pour moins aujourd'hui. Maintenant, on est ouvert à la discussion sur plein de choses. De la SNCF, on a déjà collecté 15 tonnes là, dans les 2 derniers mois. La Poste, c'est 2 tonnes 2. Ça va dépendre et puis ça va augmenter aussi avec le temps. On est aussi dans une dynamique aujourd'hui de mettre en place. Donc, on se permet aussi d'expérimenter.
Donc on ferme aucune porte. Si demain quelqu'un vient nous dire, bah voilà, on a 500 kilos, ok, on le teste, et puis peut-être que ces 500 kilos, demain ce sera 1 tonne et 2 tonnes. À l'échelle industrielle, 500 kilos, on n'y arrivera pas. Mais là, dans le cadre du projet, tant que c'est la vraie question, c'est est-ce qu'au départ, c'est des gisements où on sait qu'il y a un potentiel de recyclage. Donc on va commencer par ça, comprendre quel est le gisement, analyser un peu le potentiel de recyclabilité qu'il y a derrière. Si on sait que derrière, ça va directement aller au CSR, ça n'a pas de sens. Donc CSR, combustible solide de récupération, nous, on se met un point d'honneur à ce que rien ne soit incinéré, rien ne soit enfoui. Donc le CSR, ça reste, on va brûler la matière, mais elle est brûlée pour que sa chaleur soit utilisée pour d'autres industries. Donc il y a quand même une valorisation derrière tout ça, parce que malheureusement, il y a encore des solutions qu'on n'a pas sur certains gisements, ce que je citais tout à l'heure. Mais voilà, on ne ferme pas de porte aujourd'hui, on construit tous ensemble. Et là, je vois, il y a la blanchisserie d'Annonay et le Puy-en-Velay. Si je m'associe avec eux et on ramène tout notre linge de réforme, on peut avoir un meilleur prix ou peu importe le prix. Non, mais c'est. Ça voilà. Négocie vite. Hein. Non, honnêtement, le prix qu'on a fixé aujourd'hui, il est plus basé sur ce que ça vous coûte aujourd'hui de traiter votre gisement. Et on n'est pas du tout à l'équilibre avec cette base-là, mais on veut construire notre filière sur cette base-là. Demain, quand on sera à une échelle industrielle plus grande, et je l'espère, quand on trouvera un modèle économique beaucoup plus pérenne, évidemment que c'est le genre de choses sur lesquelles on discutera et on essaiera de trouver le meilleur compromis pour tout le monde. Mais il faut vraiment garder à l'esprit qu'aujourd'hui, c'est 300 € la tonne. C'est rien par rapport à l'ampleur du besoin industriel d'investissement. Nous, rien que notre unité de tri de 20 000 tonnes, il y a 10 millions d'euros d'investissement machine, pur et dur. Donc voilà, c'est des investissements qui sont colossaux et qui, du coup, entraînent aussi des prix, dans un premier temps, qui sont peut-être un peu... en tout cas, avec peu de marge de négociation, pour répondre à la question. Merci. Bon, merci à tous les deux. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Moi, j'en ai une. Alors, je pose ça comme ça. C'est une idée. J'en sais absolument rien. Peut-être que c'est une hérésie. Je ne sais pas. Clara, tu évoques la difficulté du tri, en fait. Jérémy, je rebondis. Est-ce que les stations de tri qu'on peut voir aujourd'hui dans les blanchisseries, si la R&D prenait en charge une évolution technologique qui permettait d'identifier ça c'est coton, ça c'est polyester, c'est une machine qui pourrait être tout à fait dupliquée et adaptée aux besoins de la filière. Très bonne question. Moi, je viens du privé, donc 19 ans de privé derrière moi. Effectivement, dans le privé, il y a diverses compositions différentes. Dans l'hospitalier, on a la chance d'avoir des vêtements, 90% des vêtements en 65-35. Donc la composition est la même, que ce soit n'importe quel 65-35, si tu peux préciser. 65% de polyester, 35% de coton. Donc ça uniquement sur le vêtement. Hein. Sur tout ce qui est linge plat, on est plutôt à 50-50. Donc nous, c'est déjà un petit peu pré-trié en fait. Et c'est essentiellement du blanc. Puisque l'hospitalier, le monde des soignants, c'est beaucoup de blanc. C'est vrai que c'est le gisement idéal, puisqu'il est connu en termes de composition, il est homogène en termes de couleur. Donc, nous, c'est peut-être pas sur celui-là qu'on a le plus de valeur ajoutée, même s'il nous intéresse beaucoup, pour la peine. Mais c'est vrai qu'il est relativement simple et la voie directe vers Renaissance a du sens sur un gisement comme celui-ci. Mais l'idée, je trouve, est intéressante aussi. C'est exactement nous ce qu'on va mettre en place. Hein. C'est ces machines qui vont nous permettre d'identifier. Si la machine, elle est directement utilisée chez un loueur ou chez un blanchisseur et que ça lui permet de caractériser directement sa matière, pourquoi pas l'envoyer directement vers les voies de recyclage. Se pose la question du retrait des perturbateurs. Est-ce que les recycleurs peuvent le faire, comme le fait Renaissance, ou est-ce que non ? Auquel cas, peut-être que nous, on a une étape intermédiaire pour cette préparation-là. Ouais. On peut faire les deux, on peut en faire que l'un des deux. Voilà, c'est à créer, tout à fait. Donc ça veut dire qu'il faut se rapprocher des fabricants pour voir avec eux dans quelle mesure il peut y avoir des évolutions technologiques qui vous servent. Ouais. Ok. Toujours pas de questions ? Ah, une question. Bonjour, merci. Véronique Bellemin, directrice d'un campus des métiers et qualifications sur le thème du textile. Est-ce que le recyclage va entraîner de nouveaux besoins en compétences ? Et je pense surtout à vous, monsieur, dans les blanchisseries industrielles. Merci. Alors, le magasin, on a toujours fait du recyclage. Hein. Je prêche pour ma paroisse. À Bille-Sud, on a toujours fait du recyclage. Ça fait 7 ans que j'y suis, 7 ans qu'on recycle. La partie linge plat devient du chiffon pour mes clients.
donc les hôpitaux en fait que je traite. Et la partie vêtements, elle était auparavant récupérée par une société qui s'appelle BIC à Saint-Chamond, qui avait un brevet entre guillemets pour faire des housses de voitures, enfin des sièges de véhicules, pardon. Ce partenariat s'est terminé et il a fallu trouver d'autres alternatives. On en a trouvé une en région parisienne, mais qui me déplaisait, puisqu'on n'arrivait pas à suivre exactement le recyclage. Et le relais, donc le relais 42, puisque je suis dans le département 42, est celui qui aujourd'hui recycle et insère en même temps des gens en réinsertion. C'est ce que j'ai trouvé de mieux. Alors pour vous répondre très exactement, dire des nouvelles compétences, oui et non. Parce que oui, on recycle encore plus qu'il y a quelques années, mais on le recyclait déjà. Donc on va plutôt l'intensifier. Est-ce que ça répond ? Je rebondis. Nous, par contre, on va avoir des vrais besoins demain. Il y a justement un projet qui est en cours qui s'appelle Perfectaire avec Unitex, le syndicat professionnel textile, pour identifier aujourd'hui sur tous ces nouveaux métiers quels sont les besoins en formation. Nous, on sait très bien qu'on part sur une page blanche demain. On en parlait justement ce matin des recrutements et bon, en fait, on n'a pas de fiche de poste. Enfin, si, on a une fiche de poste, mais on n'aura clairement pas un profil cible parce qu'on sait très bien que les acteurs avec lesquels on va travailler, il y aura besoin de les former. C'est des nouveaux métiers auxquels on est nous-mêmes en train de se former et c'est un peu le cas sur beaucoup d'acteurs dans la filière. Et du coup, je rebondis, moi, sur ce que tu dis, Clara, puisqu'effectivement, quand tu répondais, ça nous faisait réagir. Et peut-être aussi qu'il y a des passerelles à créer avec le STPA, qui est toujours en demande d'activités structurantes. Et peut-être qu'eux aussi, au niveau du recrutement, ça peut être intéressant. Il y a peut-être une carte à jouer aussi avec ça. D'autres questions ? Plus de questions ? Quelque chose à ajouter ? Non, n'hésitez pas si jamais vous avez envie de rejoindre cette belle aventure. On est motivés, on a vraiment envie de pouvoir avancer avec un panel le plus large possible, se faire les dents, on va dire, et se rendre compte de tous les obstacles qu'on pourrait avoir demain dans le cadre de ce projet où on a un peu plus de temps, entre guillemets, et de ressources pour le faire et pouvoir avoir une offre la plus proche possible des besoins de demain. Donc n'hésitez pas. Moi, j'arrive. Voilà, ça sert à ça aussi. Merci à tous d'être venus assister à cette table ronde. Et puis je vous donne rendez-vous presque tout de suite. On enchaîne pour la table ronde sur les laveries libre-service. Merci à tous et merci à vous.